Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast où j'explique comment je réalise ma thèse et comment je la finance grâce à mon business de formation sur le sujet de ma thèse. Pour ceux qui viennent de découvrir le podcast, je vous laisse écouter l'épisode numéro 000 et pour les autres, nous allons commencer directement. Alors j'aimerais commencer par dire la note générale parce que j'oublie souvent, j'oublie une fois sur deux j'ai oublié la semaine dernière. Donc la note générale de cette semaine est 10 sur 10. Voilà, je suis très content. Je suis allé chercher le 10 sur 10. Pour tout vous dire, c'était un objectif à part entière d'avoir un 10 sur 10 cette semaine, puisque j'étais pas satisfait de la semaine dernière qui était un 7,5 je crois, ou 7 sur 10. Sachant que bah, plus je me rapproche de 5, plus c'est compliqué. Et en fait, j'ai pas du tout envie de poster une note négative, enfin en tout cas en dessous de 5, et encore moins. Et j'ai pas du tout envie de exposer publiquement une note inférieure à 5, et même une note proche de 5, je trouve ça mauvais. Ça veut dire que j'ai quand même fait la moitié des choses que j'ai prévues dans la semaine. Donc soit ça relève d'une mauvaise compétence pour setter des objectifs, soit ça veut dire que j'ai vraiment pas fait grand-chose. Donc c'est pour ça que même un 7 en fait c'est pas énorme parce que ça veut quand même dire que j'ai pas fait un tiers des choses que je devais faire. Donc voilà, moi je veux quand même viser du 8, 9, 10 et je suis heureux de vous présenter mon premier 10 de la semaine. Alors, selon je me rends compte, c'est que finalement, euh, en fait, quand on fait un 10, il n'y a pas grand chose à dire parce que tout s'est bien passé. Donc on va y aller étape par étape, mais ça va peut-être être un épisode un peu plus court que les autres parce que tout a été fait. Donc si tout a été fait, c'est aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de problématiques. Et enfin voilà, on va y aller, on va essayer de documenter ce qui s'est passé. Et je voulais profiter aussi de cette introduction pour dire que j'aimerais adopter un angle où je documente vraiment et j'apporte de la valeur plus que je raconte ma vie. Bon, j'espère que c'est ce que vous ressentez pour l'instant. En tout cas, si vous m'écoutez, c'est que vous y trouvez un intérêt, même soit vous aimez bien ce que je raconte de ma vie, soit j'apporte quelque chose. Mais voilà, j'espère transmettre cette idée de documentation des étapes par lesquelles je passe et de tracer une route parmi plusieurs qui pourrait donner envie de suivre mon chemin, soit pour la thèse, soit pour l'entreprise. Et voilà, j'aimerais bien un peu bifurquer sur... enfin, pas bifurquer, mais en tout cas asseoir vraiment cette volonté de transmettre plutôt que de raconter ma vie. Donc on va essayer d'y aller. Il y a peut-être des choses qui passent entre certains épisodes que je dis pas parce que voilà, en fait j'estime que c'était une petite ligne pour moi. Je suis content de l'avoir fait, mais ça sert à rien de vous dire. Enfin là, cette semaine, je sais pas, je prends des notes sur des feuilles, je devais trier ces feuilles. Bon, j'en fais pas part, là j'en fais part pour l'exemple, mais globalement, ça porte pas grand-chose. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer à la première rubrique, qui est la rubrique thèse. Alors cette semaine, premier objectif, c'était de finir la discussion de l'article numéro 2. Ce qui a été fait, j'en suis très content, ça m'a pris du temps et de l'énergie, mais sincèrement, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Donc discussion, dernière partie de l'article. Je l'ai envoyé à ma directrice de thèse, qui est ma principale relectrice. Je ne sais pas ce qu'elle va en penser, donc ça se trouve, elle va critiquer, pas aimer un angle, et on va reprendre. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir un projet enfin avancé et avoir une première version finalisée. C'est très satisfaisant. Deuxième objectif de la semaine, c'était de proposer cet article à un congrès, qui est le congrès international de psychologie sociale. Donc assez intéressant. Je l'ai proposé en communication, communication longue. Donc comme je l'expliquais la semaine dernière, il y a plusieurs types de communication qui ont un petit peu des niveaux d'intérêt qui sont différents. Moi j'ai proposé la communication la plus longue, donc qui aurait l'intérêt la plus importante. Donc là, il y a un format poster, symposium, ou je ne sais plus exactement ce que c'est, courte communication et communication un peu plus longue, donc 10-15 minutes. Donc moi j'ai demandé ça, sachant qu'en fait souvent si on refuse, ils proposent de passer dans un autre format, donc logiquement, déjà je pense que mon article est intéressant, mais logiquement autant demander le format le plus restrictif, parce que j'ai rien à perdre, et s'ils trouvent que ça vaut pas le coup, ils me proposeront un autre format.
Donc voilà, c'est posté. Alors comment ça fonctionne pour vous donner un petit peu de détails? En fait, là, donc c'est très dépendant des congrès, mais dans ce congrès-là, ce qu'ils demandent, c'est un résumé de l'article et la réponse à deux questions. Une question qui est l'apport de votre article pour la société ou pour la recherche, votre domaine de recherche, etc. Et un second qui était qu'est-ce qui a été mis en place en termes de sciences ouvertes et puis d'éthique de la recherche pour essayer de mettre en avant à quel point la recherche adopte des critères qui sont éthiques et qui vont dans le sens de ce qui est attendu en ce moment en sciences, dont les pratiques de sciences ouvertes, ce qui implique de mettre ces données sur une plateforme pour que ce soit disponible par d'autres chercheurs, ou ce qui implique aussi d'avoir préalablement mis un petit fichier sur un site de partage de données dans lequel on dit nos hypothèses a priori. Donc avant même de faire l'étude, on marque bah, je vais faire ça, je vais utiliser telle variable, mesurer comme ça, on va faire telle manipulation, etc. S'il y en a. Et j'attends qu'il y ait ça comme résultat. Et comme ça, on fait preuve de bonne foi en disant bah, voilà ce que je pensais faire et voilà en quoi je l'ai fait, parce que la démarche hypothético-déductive est importante, c'est-à-dire j'ai des connaissances qui me mènent à avoir une hypothèse, donc quelque chose que je crois qui va se réaliser. Et l'article scientifique, on pose une hypothèse et ensuite on vérifie si ça se réalise ou pas. Et dans les deux cas, on explique qu'est-ce que ça montre ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Ce qu'il a fallu faire du coup, c'est un échange rapide avec ma directrice de thèse pour voir si ce petit document de présentation lui convenait. Il y a eu un aller-retour et ensuite je l'ai envoyé, donc en passant par un site. C'est fait. Je le sens bien, j'y crois parce que je trouve que mon article apporte quelque chose à la littérature de la confiance et en plus permet de recentrer la confiance dans les théories de psychologie sociale en général, parce qu'en fait, mon angle et mon expertise un peu sur la confiance, c'est que bah, j'ai eu un point de vue où je me suis dit, mais en fait, ça ressemble à beaucoup d'autres théories qu'on connaît déjà en psychologie sociale. Et je commence à faire ce travail de relier les théories et d'expliquer en quoi tel truc est lié à tel truc. Et donc je pense que dans un congrès de psychologie sociale international, ça peut être intéressant en fait, parce que c'est une porte ouverte à la littérature de la confiance. Et une porte que j'ouvre en fait, c'est une opportunité de montrer aux psychologues sociaux et aux chercheurs dans la psychologie sociale, de dire bah regardez, ce construit il est intéressant, il permet de rediscuter, revoir des théories que vous connaissez tous et même mieux que moi. Et voilà ce que je fais dans ce domaine. Donc c'est une porte ouverte à mon sujet de thèse et à mon profil. Donc intéressant. Je suis assez optimiste sur le fait que je sois accepté, mais on verra. Ensuite, troisième objectif de la semaine niveau thèse, c'était de vérifier encore au niveau des droits, des licences, etc., comment ça se passe. Alors, ce que j'ai compris cette semaine, c'est que en fait, un article scientifique, c'est pas beaucoup différent d'un livre. Donc en fait, quand on cède ses droits à l'éditeur selon le contrat, et bah en fait la propriété intellectuelle, elle est incessible et inaliénable. Donc en fait, l'idée sera toujours la mienne. Par contre, le produit physique, donc là l'article scientifique, les droits sont cédés selon le lien avec l'éditeur et le lien avec l'éditeur dans la recherche, mais c'est aussi très proche dans d'autres domaines style littérature. C'est les licences Creative Commons. Donc le petit sigle CC derrière, à la fin d'articles ou même derrière des livres, veut dire que c'est une licence libre et ensuite c'est plus ou moins libre selon des lettres qui sont associées. Donc il y a BI, NC, ND, etc. Et en fait il y a toute une sorte de critère qui veut dire, voilà, on peut réutiliser cette œuvre et on peut la modifier. Alors dans tous les cas, quand on utilise l'œuvre, il faut citer l'auteur. Mais ensuite, c'est est-ce que je cite l'auteur et j'en fais ce que je veux? Est-ce que j'ai le droit de modifier la version originale et d'en faire une nouvelle version? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser à des fins commerciales? Est-ce que si je l'utilise, je dois réutiliser la même licence et du coup qui ait les mêmes droits?
Et voilà, en gros, il y a des sous-catégories de cette grosse catégorie de licence Creative Commons qui dit, c'est assez bien référencé, ce produit peut être utilisé de telle ou telle manière, commerciale, non commerciale, avec le même droit, en citant l'auteur, etc. Donc, ce que j'ai compris cette semaine, c'est que il faut que j'ai bien les dérivés de Creative Commons en tête avec CC. Donc CC BY, NC, ND. NC, c'est non commercial. Donc, s'il y a marqué CC et ensuite BI, NC, c'est non commercial. Et surtout, ce qui est très important pour moi en ce moment sur ce sujet, c'est que c'est bien la forme écrite des choses qui sont protégées. Ça veut dire que une idée peut être réutilisée, que ce soit la mienne ou celle d'un auteur, et que donc la problématique, c'est de réutiliser ce qui est écrit en figure ou même un paragraphe à des fins commerciales. Mais du coup, moi, là où j'avais une crainte, c'est comment j'utilise de la science ou même comment j'utilise mes connaissances pour faire des formations. Et est-ce qu'en faisant un article, je ne vais pas céder l'idée à l'éditeur et ne pas avoir le droit de le partager? Et du coup, non. Ce qui veut dire que moi, étant donné que j'ai mes connaissances sur mon sujet, si je publie un article scientifique, bon déjà je vais faire très attention à la licence que j'utilise, je peux faire un avenant et du coup tout peut être négociable avec l'éditeur. Mais en tout cas, utiliser mes idées sans utiliser la forme écrite et un paragraphe, donc m'auto-plagier, j'ai le droit. Donc le but c'est, en gros l'erreur à ne pas faire, c'est prendre un article scientifique, copier-coller une définition d'un truc ou un paragraphe et le mettre dans une formation qu'on fait payer. Là, c'est interdit, c'est une réutilisation non commerciale. En tout cas, c'est interdit si c'est empêché. Mais on ne va pas se le cacher. Les éditeurs font en sorte de s'empêcher des utilisations commerciales. Souvent, il y a quand même des pratiques en se disant que c'est de la science, donc on a le droit d'utiliser. Souvent, on a le droit d'utiliser pour citer, mais sans modifier et sans but commercial. C'est ce qui est le plus logique avec la science, parce que le but, c'est que ce soit des choses qui soient partagées. Donc, partagées à but non commercial, donc dans des formations à la fac, etc. Mais voilà, on n'a pas envie que ce soit modifié ni commercialisé. Donc, de deux choses l'une. Moi, premièrement, ça veut dire que j'ai moins de peur à avoir pour utiliser des idées, des auteurs, etc. Tant que je n'utilise pas exactement ce qu'ils ont écrit dans un article. Et puis je compte les citer dans mes formations. Et en plus, je sais que moi, mon objectif, en tout cas j'ai un article, l'article numéro 2, là, pour lequel j'ai fini la discussion. En fait, je crée un outil. Donc là, il y a une question qui se pose, c'est que l'outil donc l'outil, c'est en fait des questions pour mesurer la confiance. Il y a 12 questions. Mais donc ces 12 questions, c'est quelque chose qui a été produit. Et donc, ce sera écrit dans l'article scientifique. Nous avons ces 12 questions qui peuvent mesurer tel truc de la confiance de telle manière. Et ça, je pense que réutiliser ces questions par exemple dire dans une formation, voici comment on prédit la confiance grâce à ces questions qui prédisent bien, là, peut-être que ça peut être compliqué au niveau du plagiat. Et du coup, je pense que c'est sur des utilisations de ce type-là, j'ai créé un outil, je veux l'utiliser, que ça peut poser problème. Donc voilà, encore précision sur cette histoire de droit. Évidemment, je ne prétends pas ne tout avoir compris, mais ça se précise et maintenant je sais qu'il faut regarder surtout les licences Creative Commons et puis voir avec l'éditeur. À ce propos, et pour finir cette rubrique thèse et puis ensuite passer à la rubrique entreprise, mais on ira aussi sur les objectifs de la thèse pour la semaine prochaine. J'ai demandé à un auteur dont j'adore la théorie s'il serait d'accord pour que je vende une formation basée sur sa théorie. Donc en gros, qu'il me cède mes droits. Et il est d'accord pour prendre rendez-vous avec moi. Je voulais vous le partager parce que je pense que je vais le redire et que ça va être le thème pendant quelques épisodes, mais il faut vraiment pas avoir peur de se lancer en fait. Moi en ce moment j'ai peur de me lancer, mais je me lance quand même. Donc en fait, je trouve que dire il faut pas avoir peur, c'est soit un raccourci, soit une parole de personnes qui font ça depuis trop longtemps. Mais moi, ce que je comprends en ce moment, et bon, c'est peut-être un passage développement personnel, mais c'est pas grave. Ce que je comprends en ce moment, c'est que il faut faire même avec la peur. Et donc, évidemment, là, c'est un théoricien qui est quelqu'un de
pas très connu, mais je veux dire quand même important parce qu'il a développé une théorie qui est totalement nouvelle dans le champ de la psychologie en France. Et du coup, pour moi, c'est quelqu'un de connu à mes yeux parce que voilà, il a sorti un truc tout nouveau qui est super intéressant et qui pourrait m'aider en fait à former, soit à faire une offre de coaching beaucoup plus précise, soit à former les médecins dans de l'éducation thérapeutique. Donc en fait, les médecins, on leur apprend des fois à savoir transmettre des bonnes connaissances pour que le patient applique mieux les recommandations et soit un peu mieux informé. Et là, en fait, je peux envisager le soin comme une compétence. Et donc imaginer qu'en fait, le patient, quand il se soigne, c'est une compétence. Et en fait, là, c'est un modèle qui exprime bien la compétence et que j'aimerais pouvoir appliquer dans une offre de formation. Et sinon, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est former les jeunes psychologues du travail, parce que c'est une cible que je connais bien, à appliquer les connaissances dans le monde réel. Et en fait, ce modèle pourrait largement m'aider à appliquer les connaissances et à avoir un outil, en fait, pour savoir comment on agit dans la réalité et pour enfin effacer ce gap entre pratique et théorique, parce que j'ai vu beaucoup trop de psychologues du travail qui, une fois qu'ils sont sur le terrain, bah, ils disent ouais, en fait, je pense que ce que j'ai appris, c'est des habitudes de réflexion, c'est quelques théories à droite à gauche, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a un gros délitement de la théorie quand on va dans la pratique, et je pense que ça manque d'outils. Et donc, je me voyais faire une offre comme ça, ce qui sort un peu de mon expertise, relations patients, etc. Mais euh, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je suis passé par ces problématiques-là, même si je ne suis pas psychologue du travail, mais je suis psychologue du travail de formation. Et quand je me suis projeté sur la suite, ben, j'ai eu ce genre de difficultés. Et c'est une offre que j'aimerais bien lancer. Et donc, j'ai juste envoyé un mail en regardant ces histoires de droit que je pouvais pas utiliser la littérature comme je le pouvais. Et bah, sur un demi-coup de tête, j'ai envoyé un mail à l'auteur. Et j'ai dit bonjour, bah, j'adore votre modèle. Je pense qu'il pourrait être intéressant pour ça, ça, ça. Est-ce que vous seriez intéressé pour qu'on fasse une collaboration commerciale? Et il m'a dit oui, je suis preneur pour qu'on ait une visio ensemble et qu'on discute sur le principe. Évidemment, rien n'est signé, tout peut s'arrêter, mais voilà, c'est une belle histoire. J'aimerais beaucoup que ça se fasse parce que j'adore ce modèle et ce serait intéressant de pouvoir le commercialiser. Et puis même, moi, je suis pas du tout contre une collaboration commerciale avec cet auteur. Et du coup, de me dire que je vends sa théorie et que je lui permets de se faire un peu de sous parce que lui, il a l'air vraiment de l'avoir fait dans le sens recherche et de pas avoir d'idée, de le commercialiser, etc. Mais un peu de lui rendre sa gloire parce que je citerai sans aucun problème son modèle et je lui filerai sûrement un pourcentage où ça dépendra de notre collaboration. Super intéressant. On va voir où ça mène. Je vous dirai ça dans les prochaines semaines. Mais grosse ouverture sur ce champ-là et leçon à retenir. Même si on a peur, il faut y aller. Au pire, j'avais un nom. Au pire, j'avais pas de réponse. Et au mieux, je vais peut-être pouvoir commercialiser une théorie que je trouve super intéressante et qui, en fait, le rapport entre son pouvoir explicatif, à quel point je la trouve pertinente dans la réalité et à quel point elle est peu connue, bah, ça fait que c'est une affaire en or, en fait. C'est bizarre qu'il y ait des personnes qui commercialisent ce truc. Et du coup, bah, j'ai hâte de pouvoir faire quelque chose dans ce sens-là. Ceci dit, on va passer aux objectifs de la thèse pour la semaine prochaine et puis ensuite passer au point pour l'entreprise. Alors, en ce qui concerne la thèse pour la semaine prochaine, c'est assez simple. Il y a l'article numéro 3 que j'avais mis à l'écart, et bah ça y est, je me suis laissé une semaine où j'ai bien avancé sur l'article 2. Donc on a quand même commencé où j'avais deux articles à écrire. Il y en a un qui est en cours de soumission, qui est toujours en relecture. Et le deuxième où j'ai fini la discussion et donc j'ai fini la première version finale cette semaine, donc ça avance. Et là, il est temps de reprendre cet article 3, donc, qui était une revue de la littérature des articles sur la confiance. Et donc, j'ai réfléchi à quelque chose, c'est qu'en fait, donc je fais l'état des lieux des mesures de la confiance dans la littérature. Et en fait, la dernière fois que j'ai fait la recherche, c'était, je crois, en 2021 ou non, 2022.
Mais du coup, ça fait quand même un an. Donc en un an, il peut y avoir quelques nouvelles échelles qui sont sorties. Bon, il y en aura pas une centaine, hein. Déjà, s'il y en a deux, trois en plus, c'est très bien. Parce que en tout, tout en confondu, j'en ai 40 et quelques. Donc voilà, il y en aura pas 10 en plus. Donc ça veut dire que ça empêchera, enfin ça me rajoutera pas énormément de travail de rajouter des articles dans ma revue de littérature. Par contre, ça met à jour totalement les choses et en fait, publier un article en 2024 en disant bah en fait on a pris jusqu'à 2022, ça fait un peu daté et c'est moins pertinent et c'est dommage en fait de se passer de trois articles en plus. Donc objectif, relancer la recherche d'articles. Quand je dis relancer la recherche, c'est peut-être pas clair pour ceux qui font de la recherche et qui n'ont pas fait ou qui n'ont pas fait de revue de littérature. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les opérateurs booléens ou les recherches avancées sur Google. On peut dire je veux un mot et un mot, ou je veux ce mot-là, ou un autre mot, ou je veux ce mot-là, mais pas ce mot-là. Par exemple, je cherche des pommes, mais je veux pas. Bon, je suis anglais, je cherche des pommes et je veux pas Apple la marque. Et ben, je peux mettre sur Google simplement Apple, mais pas téléphone. Donc ça veut dire que je vais avoir tous les résultats qui sont associés au mot Apple sans qu'il y ait de mot téléphone associé. Et donc il y a des commandes espace, trait barré, parenthèse, etc. qui sont utilisables sur Google. Donc je vous recommande déjà de regarder les recherches avancées sur Google parce que rien que pour la recherche quotidienne c'est important. Et donc il y a ce genre de choses en fait, mots inclus, mots exclus, etc., où on peut faire limite des espèces d'équations de mots qu'on met dans des moteurs de recherche pour articles scientifiques. Et en fait, moi j'ai défini mon équation. Donc je sais, il y a 15-20 mots parce qu'on met des synonymes, on met des trucs, je veux pas ce champ théorique donc je veux pas ça. On peut aussi dire je veux tel mot, par exemple la confiance, je le veux dans le titre. Par contre, d'autres mots un peu moins importants, je le veux au moins dans le résumé. Et d'autres, oh bah, je le veux, même s'il apparaît qu'une fois dans le texte, bah, je veux qu'il soit là. Enfin bref, on peut faire des équations logiques avec les mots, l'ordre dans lequel on les veut. Et ça nous mène à, on fait entrer, et là, boum, on a une liste de recherches scientifiques. Donc en fait, c'est un petit peu ça qu'on veut dire faire une revue de littérature ou faire de la recherche. La qualité de la recherche vient de la qualité de la commande. Et moi, là, dans le cadre de cet article, j'ai réfléchi, réessayé, essayé, défini une équation de mots qui me permet de trouver des articles. Et en fait, quand je dis je vais relancer la recherche, c'est que je vais relancer cette équation. Donc je vais remettre les mêmes mots avec les mêmes parenthèses, les mêmes liens et ou, nord, note, tout ça et je vais les relancer dans les mêmes bases de données et je vais voir ce que j'ai de différent et voir si j'inclus ou pas les études pour me dire bon bah voilà j'ai rajouté X nouvelles échelles de la confiance et je les analyse. Donc bref, tout ça pour dire que objectif de la semaine prochaine, relancer la recherche pour l'article numéro 3. Et en fait, je m'étais mis que ça, mais j'ai mis 3 niveaux d'implication. Je sais pas à quel point je vais pouvoir travailler. Et sincèrement, j'ai eu mon 10 cette semaine, donc c'est moins grave si j'ai pas de 10. Là, c'est pour me motiver. Donc c'est probable qu'il n'y ait pas de 10 la semaine prochaine. Je me rends pas compte en fait d'à quel point ça va être compliqué, ça va me prendre du temps. Mais donc, déjà, premier point pour relancer la recherche. Ça va pas mettre beaucoup de temps. Et donc ensuite, il y a le tri. Donc en fait, on a la recherche. Boum, avec ces mots-là, j'ai plusieurs centaines, si c'est plutôt bien fait, plusieurs centaines d'articles. Et dans ces centaines d'articles, il y en a qui ne rentrent pas dans mes critères parce que vaut mieux être trop large que trop précis. Donc vaut mieux avoir plus d'articles que ce que je souhaite. Et ensuite faire une relecture du titre, du résumé, et dire ah non, en fait celui-là c'est pas exactement ce que je voulais, celui-là c'est pas ce que je voulais, etc. Parce que moi je veux des articles qui mesurent qui proposent le développement et la validation d'une mesure de confiance entre deux personnes. Donc, on ne peut pas prévoir le titre directement d'un article qui va dans ces critères-là. Et donc, vaut mieux faire quelque chose de large. Donc, je cherche, imaginons, c'est simplifié, mais mesure et confiance. Voilà, il faut qu'il y ait mesure dans le titre et confiance dans le titre. Et ensuite, ah bon, bah là, c'est une confiance dans un groupe. Ah là, en fait,
c'est trust, mais en fait, trust, ça veut aussi dire un autre truc dans un champ, style dans la blockchain, je crois que ça veut dire quelque chose. Et donc là, en fait, il parle d'IA et ça n'a rien à voir avec les humains, etc. Et donc, il y a un tri à faire avec ces études-là pour revenir à me dire, bon, en fait, dans les 600 qu'on m'en a donné, il y en a juste 10 qui correspondent à mes critères de sélection pour mon étude. Donc voilà, relancer la recherche, trier. Ensuite, j'aimerais revenir sur mon plan parce que j'ai les données, j'ai les articles qu'il faut remettre à jour. Mais j'en étais déjà à une analyse assez avancée et je sais à peu près ce que je veux dire. Maintenant, il faut que je sache comment organiser les idées et savoir ce que je veux vraiment dire de cette recherche-là, parce que c'est plutôt exploratoire. Ça veut dire que moi, je veux savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui mesure, combien, etc. Mais j'ai pas forcément, moi, d'attente, du coup. Le but, c'est de faire un dessin planifié, tout plane, euh, la littérature sur le sujet et de montrer aux auteurs qui s'intéressent à la confiance, voilà comment la confiance entre deux personnes est mesurée dans la littérature. Et moi, je trouve que ça, c'est comme ça c'est comme ça, on fait des catégories, on critique et voilà. Donc, faire le plan, en tout cas le choisir, le sélectionner par rapport à des articles qui sont similaires. Et pourquoi pas, mais j'y crois pas cette semaine, finir les données. Donc sachant que j'avais encore quelques trous, quelques cases à remplir dans mon fichier Excel sur les articles que j'avais déjà récoltés. Et maintenant, en fonction des nouveaux articles que j'aurai, le but c'est de trier, de prendre les données que je souhaite, de les mettre dans mon fichier Excel. Et ce serait super en fait que la semaine prochaine, je puisse être prêt à rédiger en ayant toutes les données, en ayant mis à jour ma recherche et les nouveaux articles et en sachant quel plan je veux faire. Ensuite, il restera à rédiger pendant, je pense qu'il faudra plutôt une semaine ou deux. Et en gros, on se projette sur fin février avec une fin de rédaction pour cet article. Et ce serait top du coup qu'en fin février, j'ai fini ou soumis ces trois articles qui sont ceux que j'aimerais terminer avant de reprendre des données. Et voilà, c'est l'objectif, ce serait sympa. Donc nous avons ça comme objectif de la thèse. Nous allons maintenant passer à la rubrique entreprise. Pour ce qui est de l'entreprise, je m'étais donné pour objectif de faire un CRM, donc d'organiser les contacts dans un Excel où je peux tracer. Je me suis mis le nombre de relances, euh, le contact, numéro de téléphone, une petite note sur ce qu'on s'est dit. Voilà, je me suis organisé tout simplement sur mes contacts parce que j'ai remarqué que relancer était très important et que donc il fallait que je fasse un effort pour ne pas perdre les gens. Et c'est pas parce que je leur envoyais un mail une fois qu'il faut les lâcher là, parce qu'il faut plutôt en envoyer deux, trois avant qu'il y ait une réponse. Et à force d'en envoyer, si je suis pas organisé, je vais perdre des contacts. Et il y a même des gens sur LinkedIn qui me relancent, qui me relançaient pour une visio, et j'avais tendance à les oublier. Donc voilà, il fallait que je m'organise. Je me suis organisé et ça m'a permis de sortir quelques stats. Donc en fait, il y avait deux objectifs qui comptent sur le 10 sur 10, bon, qui ont été faits du coup, qui sont faire le CRM, faire ce fichier Excel, remettre à tout, et faire le point sur les contacts. Où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'ils m'ont proposé, quand est-ce que c'est que la prochaine fois que je devrais les relancer. Donc pour l'instant, je me laisse 7 jours, relancer une fois tous les 7 jours, je trouve ça bien. Je trouve que c'est pas harcelant et je m'étais donné 3 ou 4 relances avant d'abandonner. Donc voilà, faut imaginer un mail par semaine. Enfin, mail c'est un peu plus compliqué je trouve de relancer, c'est plus impersonnel. Mais sur LinkedIn, je me vois plus renvoyer un message. Bonjour, est-ce que vous avez vu mon message? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et puis il y a un moment où j'estimerais que soit ils sont tellement peu actifs que ça m'intéresse pas, soit ils veulent pas me répondre et tant pis. Et donc j'ai des stats sur à quel point mon démarchage fonctionne. J'ai pas vraiment d'idée d'à quel point c'est beaucoup. Je crois que c'est pas beaucoup, mon taux de réponse, etc. Mais voilà, je vais vous le dire. Peut-être qu'on va s'améliorer sur ça au long de l'année et de ce projet. Donc pour l'instant, j'ai contacté 160 personnes. Et j'ai
11 personnes intéressées. Alors, je sais qu'il y a une statistique qui est le taux de réponse déjà, le nombre de gens qui ont répondu, mais là, j'ai pas compté. Peut-être que je le ferai plus tard, mais franchement, aller remonter toutes les fils de discussion pour savoir que les gens m'ont dit non, je l'ai pas fait. Mais en tout cas, j'ai eu 11 personnes intéressées, c'est-à-dire au moins 11 personnes qui m'ont dit ah, bah, ça m'intéresse, ou 11 rendez-vous. Enfin, il n'y a pas 11 rendez-vous, mais il doit y avoir 7 rendez-vous, et puis 4 autres qui m'ont dit oui, renvoyez-moi un CV, ça m'intéresse. Donc ça me fait 7% de réponses positives, en tout cas de contacts qui sont assez chauds pour collaborer avec moi. Et j'ai refait une autre statistique en fonction des relances. Parce que du coup, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de personnes à relancer et j'ai du retard. Ce qui sera du coup un objectif de la semaine prochaine, vider mes contacts en termes de relance, en tout cas relancer tout le monde. Parce que je me suis dit que je ne recontacterai pas de nouvelles personnes tant que je ne suis pas clair sur ça, que je n'ai pas relancé tout le monde. J'ai quand même déjà 160 personnes contactées. Je préfère entretenir, on va dire, ma relation avec ces 160 plutôt que de m'obliger à faire 50 nouveaux, 50 nouveaux, 50 nouveaux et être dépassé et pas pouvoir relancer et parfois voir passer des mails où en fait, ah mince, j'ai oublié de lui envoyer mon CV alors qu'il était chaud, etc. Voilà. Faut pas que je déborde. Et vu les taux de réponse à la deuxième relance, et bah, c'est assez positif. Donc on va plutôt voilà, entretenir les contacts qu'on a déjà faits. Et donc, 11 sur 160, donc 7% de personnes intéressées, et 7 sur 41 à la deuxième relance. Ça veut dire qu'à la deuxième relance, on passe à 17%. Donc 17% des personnes à qui j'ai renvoyé un message bonjour, est-ce que vous avez vu mon message, qu'est-ce que vous en avez pensé, sont devenus des potentiels, enfin, oui, des potentiels clients, potentielles personnes intéressées pour collaborer. Donc on a fait plus de x2 de pourcentage en faisant les relances, et c'est pour ça que je le répète, ce qui a été du coup le plus important, ça a été de relancer les personnes. Parce que tout simplement, j'ai relancé 41 personnes, j'en ai eu 7, alors que j'avais contacté 160 et j'en ai eu 11. Voilà, pour vous donner une idée, c'est pour ça que ma stratégie de relance et d'organisation pour relancer les personnes me semble plus optimale que de contacter les personnes. Bien sûr, je pense que la semaine prochaine, quand j'aurai bien mis au clair toutes les relances, eh ben, on continuera à contacter de nouvelles personnes parce qu'on sera organisé et ensuite ça roulera. Mais voilà où j'en suis en tout cas. Ensuite, j'avais pour objectif de faire au moins un chapitre slash avancer sur, on va dire, la forme de mes formations. Donc le diapo ou le Word que je vais transmettre. Et bah, je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que ça a été fait. Euh, ça m'a fait, ça m'a fait stresser, j'avoue, de ne pas avoir précisément ce que je vais utiliser quand je vais former. Donc je le redis, je savais exactement ce que j'allais dire. J'ai des bribes de cours que j'ai déjà fait, d'interventions que j'ai déjà fait sur les sujets, de ressources. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin cette semaine de me dire, bon, imagine qu'il y a un client qui t'a pris le truc, fais un diapo un peu général, et ensuite tu le modifieras selon les envies, ou tu enlèveras des parties selon les heures qu'on te prend, etc. Mais j'avais besoin d'avoir du concret, parce que j'avais l'impression de vendre quelque chose que j'ai pas, alors que j'ai les connaissances et qu'elles sont faciles à exploiter. Mais voilà, il me fallait ce truc-là. Et donc, bah, ça a été fait. Bon, un chapitre, en effet, c'était pas tout le temps logique. Il y en a un où j'ai fait beaucoup plus d'un chapitre, et l'autre où j'ai fait 20% de quasiment tous les chapitres. Donc, bref, j'ai largement avancé. J'avance beaucoup sur ma compréhension du sujet sur lequel je suis moins expert. Et je suis de plus en plus content de ce que j'apporte. J'ai même des angles de vue où je me dis, ah tiens, là il y a un trou ici. Ah, mais ça, tiens, c'est bizarre. Ah, là il y a des mots qui sont synonymes alors que les gens les utilisent dans différents contextes. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, j'explore, c'est intéressant. Et j'ai précisé en fait ce que j'ai envie de faire avec ces offres. J'ai la formation sur la confiance sur laquelle je suis prêt à faire des interventions dans des hôpitaux, dans des écoles, avec des groupes d'associations. Mais du coup, si c'est des écoles, c'est plutôt cours magistral 1 à 4 heures. Et si c'est des ateliers avec des professionnels de santé, donc de médecins à infirmières en passant par kiné, orthodontiste, etc. Vraiment tous les professionnels de santé. J'imagine des groupes de 10-15 personnes avec une formation plutôt
Allez, je pense que minimum, c'est une demi-journée. Je pense qu'une demi-journée, je peux déjà faire passer des messages. Mais moi, j'ai prévu plutôt 2 jours. Et après, ça peut être enfin, ça peut être plusieurs fois 3 heures selon comment c'est organisé. C'est pour ça, en fait, qu'en fonction du public et en fonction de ce qui est discuté avec le client, et bah, le produit, donc mon diapo qui sera mon support, changera. Et c'est pour ça que je voulais pas forcément prendre les devants. Mais bon, ça m'a stressé. Et là, au moins, je vais faire quelque chose de générique pour 2 jours de formation. Et ensuite, ce sera beaucoup plus simple de modifier selon ce qui est négocié. Et le second, qui est sur l'expérience patient, qui est le sujet qui est remboursable. En fait, sincèrement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup sur le plan psychologie sociale. J'ai des choses à dire sur comment inclure, engager, impliquer le patient. Et même pour la mesure de l'expérience patient, il y a des choses, bah, mettre dans un climat de confiance, bien interroger, avoir vraiment une dynamique relationnelle avec le patient. Tout ça, je me sens largement capable de former, de donner des outils. Par contre, le plan qui est suggéré par l'instance qui rembourse cette formation est en grande partie de l'information avec le contexte historique, les définitions, une mise en avant de qu'est-ce qui est fait dans les autres pays, etc. Et ça, sincèrement, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est des choses que moi, j'ai jamais eu la mémoire de retenir dans mes cours à la fac. Enfin, vraiment, contexte historique, définition, auteur, je trouve pas ça intéressant. Et donc, mon objectif, c'est de faire ce format plutôt en e-learning, en léchant bien les détails, en étant concis, mais parce que c'est pas quelque chose déjà, moi j'aimerais bien avoir des formations qui sont assez pas descendantes, et donc construire du savoir, etc. Quand on transmet des théories, on peut dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, on peut faire réfléchir sur un point et ensuite dire ce que la théorie dit, etc. Mais sincèrement, moi, faire des interventions pour parler du contexte historique, des définitions et de ce qui est fait en France légalement sur un sujet, ça m'intéresse pas. Je ne vois pas comment le faire de manière ascendante, classe inversée, on discute. Ce sera quelque chose de très descendant où je répéterai exactement les mêmes lignes, les mêmes mots. Donc mon projet, c'est de faire ça en e-learning en m'associant à des organismes de formation qui, eux, connaissent déjà bien tout le système pour être financés et rentrer dans les critères, et avoir la partie contexte historique, définition, etc. en e-learning, en réfléchissant bien à la forme pour que je passe quand même des informations qui soient digestes, intéressantes. Et ensuite, avoir un passage plutôt psychologie sociale, qu'est-ce qu'on en fait, comment on mesure l'expérience patient, comment on implique le patient dans le parcours de soins. Et là, avoir plutôt une partie, du coup, classe virtuelle à distance, où là, là, ça m'intéresse de parler. Donc voilà, comment j'aimerais le vendre. Une où je suis plus présent, même si je peux le tourner en e-learning, mais je me vois beaucoup plus être en physique. Et l'autre, e-learning et classe virtuelle, que je vends à des organismes de formation qui savent largement rentrer dans le processus pour être remboursés. Et qui, moi, en fait, moi, pour être remboursé, il faudrait que moi, je connaisse ce processus, que je sois déclaré en tant qu'organisme de formation vis-à-vis de l'institution qui gère tout ça, faire valider mes trucs, avoir une équipe. Bref, euh, compliqué. Et du coup, voilà ma stratégie pour l'instant. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai fait cette semaine pour l'entreprise. Et donc, les objectifs pour la semaine prochaine sont de relancer tout le monde, comme je l'ai dit, de continuer d'avancer sur ces produits-là, le diapo pour prévoir si j'ai un client et le contenu un peu format e-learning ou base pour être transformé en e-learning pour la formation sur l'expérience patient. Améliorer mon CRM, comme continuer, rajouter des couleurs, des feuilles de calcul pour faire mes stats automatiquement. Voilà, commencer peaufiner. Là, il est utilisable, mais j'aimerais bien qu'il soit de plus en plus simple à utiliser et qui m'apporte des informations importantes. Ça, c'est pas compliqué. J'ai tendance à bien aimer optimiser les tableurs Excel, faire des calculs à droite à gauche pour que ce soit joli, utilisable. Donc ça va se faire tout seul. Mais je me le note pour pas l'oublier. Et enfin, je dois avancer sur un diapo slash une offre, réfléchir à ce que je vais faire dans une offre de coaching.
J'ai proposé à quelqu'un sur LinkedIn de le coacher sur le thème de la confiance de manière gratuite. Et si ça lui plaît, il me fait un post, une vidéo, etc. C'est le genre de choses qui se font. Euh, Moi, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu une visio et qui était super intéressé par mon projet. Et j'étais pas sûr de vouloir faire du coaching parce que je suis pas sûr d'à quel point j'ai une position entendable et facile à recevoir pour un médecin. J'ai pas envie de lui dire bah, je vais t'apprendre à gérer tes patients, etc. Je sais pas. Je me sentais pas de le faire, que ce soit pour la posture, mais aussi pour, je sais pas, je m'étais dit qu'un médecin, jamais il prendrait un coaching d'un étudiant pour apprendre ça. Je trouve que, je sais pas, d'ailleurs c'est une de mes questions, c'est comment, en fait, quand on fait de la prestation et de la formation à quelqu'un, bah, un des freins, c'est qu'il faut qu'il assume qu'il soit pas bon dessus. Et je sais pas à quel point les médecins sont prêts à assumer qu'ils sont pas bons, mais pas bons, on s'en fiche, mais je veux dire, déjà, avoir en tête le fait de vouloir s'améliorer sur un point, c'est de se dire qu'on est améliorable. Et voilà, je sais pas à quel point les médecins sont capables de se dire, oui, en effet, j'ai quelque chose sur lequel m'améliorer, qui est la relation avec mes patients. Et du coup, voilà, j'étais pas sûr que ma cible et la méthode de transmettre mes connaissances était bien comme ça. Mais cette personne était très intéressée par un coaching et du coup, je lui ai proposé. Et ça se trouve, ça va faire de la pub pour ce format-là et je finirai par faire du coaching sur la relation professionnelle de santé soignant. Ce qui m'intéresse beaucoup parce que les relations interpersonnelles, je préfère largement ça mieux à... En fait, plus le groupe est petit, plus je préfère. Donc c'est pour ça qu'un atelier, 10-15 personnes, je trouve ça déjà bien, il y a de l'échange. Mais en un contre un, je trouve ça vraiment très bien. Il y a le temps de construire, il y a le temps d'échanger, il y a le temps de se rectifier. Et c'est quelque chose qui me plairait. C'est aussi quelque chose qui me plairait parce que le modèle économique est pas mal. Hein. L'ordre d'idée, c'est un coaching, on va dire, c'est entre 500 et 2000 euros, on va dire, par personne. Donc construire quelque chose et en plus s'y retrouver financièrement avec quelqu'un, c'est franchement bien. Donc je vais me prêter à l'exercice. Ce qui est en plus assez satisfaisant, c'est que bah, de toute façon, je suis transparent. Je fais un podcast où j'explique mon business, mais je lui ai dit, bah voilà, moi je pensais le faire, mais l'offre n'est pas finalisée. Donc moi je m'exerce sur toi, je finis par construire mon offre, je la mets à l'épreuve. Et toi, bah, tu es quand même coaché gratuitement sur un truc. Et puis après, si ça te plaît, tu me fais une petite pub dans la manière dont tu veux. J'ai pas envie de forcer vraiment sur ce genre de mécanique. Donc déjà, c'est lui qui a relancé sur le fait qu'il aimerait bien me donner quelque chose en retour. Et bah voilà, il me fera de la pub si ça lui plaît. Et c'est une personne qui est assez connue sur LinkedIn. Donc s'il me fait de la pub, c'est possible qu'il me ramène des coachings payants. Et bah, si c'est ça qui fonctionne, on ira dans ça. Donc voilà, il faut que j'avance et que je réfléchisse sur qu'est-ce que je vais bien lui dire. Mais pareil, j'ai plein d'idées, mais il faut formaliser et être clair. Avant de passer au développement personnel, je voulais faire mon point LinkedIn. Donc ça va être un... Allez, on va faire une rubrique à part entière. Donc on va passer à la rubrique Je vous apporte des connaissances. LinkedIn. Alors ça va peut-être être très rapide parce que justement le but c'était de réduire un peu ce que je savais, etc. Mais le but c'était de vous expliquer pour ceux qui se lancent sur LinkedIn et qui veulent avoir un peu plus de connexion, comment on fait. Alors avant tout, je voudrais expliquer pourquoi faire beaucoup de connexions. Alors moi, j'ai pas du tout ce driver de me dire je veux être connu, je veux avoir plein de clics, etc. Pour l'instant, le but, c'est d'associer les objectifs à une logique qui est que commencer sur les réseaux peut aider largement à faire de la pub. Quand je dis de la pub, c'est de la communication. Et en fait, bah, pour moi, c'est une manière gratuite, mais en fait, on le paye à la sueur de son front, de se mettre en avant soi et de mettre en avant ses formations. Moi, en tout cas, je le vois largement, ça marche vraiment bien parce que j'ai beaucoup d'opportunités qui viennent de toute cette stratégie de communication. Et bah, plus on a de connexions, plus il y a de personnes potentielles qui peuvent voir nos posts. Et bah voilà, c'est positif dans ce sens-là. Et donc rapidement, comment se faire des amis sur LinkedIn. Alors les conseils slash informations sont pas dans l'ordre d'importance. Alors pour commencer, il faut commenter les posts.
Ça améliore la visibilité. Les personnes à qui on commente ont plus tendance à commenter vos posts et ça aide à faire des relations, en tout cas qualitatives. Ensuite, ce qui est important, les DM, envoyer des DM, proposer des visios, faire un retour sur un post. Ça permet de renforcer les liens et surtout, donc là en fait c'est un peu des connexions, mais surtout d'améliorer les connexions et que les connexions soient utiles, intéressantes, peuvent ramener des échanges constructifs, des opportunités constructives et puis si on est investi pour le profit de quelqu'un, cette personne risque d'être investie pour nos posts aussi. Donc là, je parle aussi dans un objectif de on fait des posts et on essaye d'être vu sur les posts qu'on fait. Ensuite, quand on débute, ce que je trouve bien, moi, au début, c'est de demander des connexions à des petits comptes. Quand je dis petits comptes, c'est soit en nombre, soit en importance. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est des étudiants. Et parfois, vraiment, si on a vraiment 100 personnes ou 0 personnes parce on veut faire un compte, les étudiants en open to work acceptent vraiment très souvent parce que en fait, ils sont ouverts au travail et chaque nouvelle connexion, c'est potentiellement une personne qui est intéressée pour leur donner du travail. Et donc, la voie d'entrée dans un domaine, c'est souvent de demander aux personnes qui sont open to work et aux étudiants. Et en fait, des étudiants, et en fait, quand on est ami avec un étudiant, on peut en avoir d'autres. Et puis quand on a 10 étudiants, il y a un prof qui commence par défaut parce qu'il le voit à nous accepter. Puis quand on a un prof, on a un autre. Et puis quand on a 10 profs, on a le directeur d'une unité. Et voilà. Donc il y a une logique de commencer par des petits comptes et monter en importance et en nombre d'abonnés euh, pour asseoir sa crédibilité. Et en fait, plus ça va aller, plus les personnes qu'on va contacter, même si on les a jamais vues, on va demander de se connecter. Elles vont voir qu'on a 10, 20, 30, 40, 50 personnes en commun. Et même si elle vous a pas vu, elle va avoir beaucoup plus tendance à se connecter avec vous. Ensuite, c'est très important de partir de son réseau. À partir du moment où on commence à avoir quelques-uns de quelques connexions, le but c'est de passer par les connexions qu'on a, d'aller dans ses amis, enfin ses connexions, et là on va demander. Parce que déjà on sait qu'on a au moins un point d'accroche, et en plus vis-à-vis de la recherche, quand on a la formule gratuite sur LinkedIn, on a on a accès à plus de personnes de cette manière. Ensuite, il y a un sujet autour des limites de demande. Donc en fait, on peut faire une centaine de demandes sur LinkedIn par semaine, mais cette limite, elle peut être étendue. Alors déjà, quand on a quand on a un message, donc en fait, il y a plusieurs messages style ah, votre réseau commence à être gros, etc. Euh, En fait, ça, c'est un petit signal de l'algorithme qui trouve qu'on fait beaucoup de connexions d'un coup. Donc soit on s'arrête et on refait on redemande des connexions le lendemain, soit on passe à une autre personne. Donc par exemple, je prends une personne qui est dans mes connexions, je vais dans ses connexions à elle, j'en ajoute plein. Si j'ai un message, je vais passer par une autre personne de mon réseau. Et du coup, pas faire les 100 personnes qui viennent d'un seul profil, parce que là, l'algorithme n'aime pas vraiment. Et enfin, dernier point, c'est que souvent il y a donc c'est très précis, mais bon, moi, ceux qui veulent avancer sur LinkedIn, ils ont quelque chose. Euh, on peut suivre ou se connecter sur LinkedIn. Et en fait, ça dépend d'à quel point la personne est loin de son réseau. Est-ce que c'est un ami d'un ami, un ami d'un ami d'un ami, etc. Et en fait, il faut savoir que presque tout le temps, on peut demander une connexion, mais peu de gens le savent. Et donc, si on demande une connexion et qu'il y a marqué suivre, en fait, il faut soit aller dans plus, soit aller dans les trois petits points. Et là, on peut faire une demande de connexion. Et en fait, une connexion est beaucoup plus importante que suivre parce qu'en fait, si on se connecte, la personne voit nos posts, mais si on la suit, il n'y a que nous qui voyons les siens. Donc, viser à une connexion plus qu'à suivre les personnes. Euh, Ça sert quasiment à rien si vous voulez que la personne voit votre post. Voilà pour ce qui est du rapide point LinkedIn. J'ai pas voulu faire très long, très compliqué parce que je vois déjà que l'heure tourne et en plus ça peut ne pas en intéresser beaucoup. Et donc nous allons passer à la dernière rubrique qui est le développement personnel. Alors pour ce qui est du développement personnel, j'avais plusieurs points. Alors premier point, méditation de 20 minutes.
Alors pour être franc, donc on m'avait conseillé de faire une méditation longue, et bah ça n'a pas marché. Je dis pas que c'est mauvais, mais voilà, je suis un peu sorti du truc. Ça m'a pas forcément apporté beaucoup plus que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire entre allez, en 3, mais quand j'ai pas le temps, à 8-10. Je suis d'accord que 3 c'est pas grand-chose, mais 5-8 c'est pas mal. 5-8 minutes. Là, 20 minutes, bon, peut-être à réessayer. C'est pas un objectif de réessayer, mais voilà, pas concluant pour moi. Ensuite, je devais avoir plus de 90% des habitudes. Ça a été fait. J'ai pas grand-chose à dire, à part que le livre que je lisais, Comment se faire des amis, me saoule un petit peu, pour être franc. C'est en effet, comme je disais dans un précédent épisode, toujours pareil. On comprend le principe au bout de la quatrième ligne, et après, c'est des exemples historiques, et critiquez-moi si vous voulez, mais l'histoire me passionne pas. Et en fait, l'argument de dire ah oui, John Fitzgerald Kennedy, il a fait ça, il s'est passé ça, et quand il a fait ça, il a obtenu ce qu'il voulait pour appuyer un propos. Bah, ça m'intéresse pas tant que ça, surtout que les principes sont très généraux et m'étonnent peu. Et puis voilà, enfin c'est sourire, être gentil, donner de l'importance aux gens, etc. Voilà, j'en étais à peu près à la moitié. Ça m'a un petit peu saoulé. Donc, mais j'ai quand même fait ma lecture et je suis passé à un livre sur la théorie des jeux. Donc en fait, une expression mathématique des jeux, soit de négociation, soit de jeux normaux. Et je trouve ça très intéressant de l'ancrer dans ma thématique de recherche qui est la confiance. Parce que la confiance, la coopération, etc., ce sont des choses qui sont liées. Et du coup, coopérer dans des conditions particulières et faire un choix incertain vis-à-vis d'une personne, bah, c'est très proche de la théorie des jeux. Et du coup, aller mettre un peu de maths et aller un peu se prendre la tête sur ce sujet, je pense que ça pourrait vraiment m'intéresser pour mon sujet. Donc voilà, on a changé de livre. À part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. À part que plus de 90% des tâches ont été réalisées, des tâches habituelles. Voilà. Ensuite, les deux autres points, il y en a un, c'était d'arrêter de boire de l'eau le soir. Moi, je trouve ça un peu ridicule maintenant. Je le trouvais déjà la semaine dernière, mais bon, le but, en fait, c'était de voir comment mieux dormir. Je me suis remis. Le sommeil m'intéresse depuis des années. J'ai eu des cours sur le sommeil depuis la fac, donc je suis pas novice sur le sujet. Donc je me suis remis un peu des données et puis des conseils généraux pour améliorer son sommeil. Sincèrement, en connaissant ce que je fais, mes habitudes, etc., j'ai globalement pas grand-chose à améliorer. Bon, il y a toujours l'histoire de la lumière bleue le soir à éviter et puis de... Mais je crois que c'est un petit peu contredit. Et donc éviter le téléphone, tout ça. J'ai essayé de l'enlever, ça ne marchait pas. Et en fait, je m'étais dit que j'allais arrêter de boire de l'eau pour arrêter de me lever pour aller aux toilettes. Sincèrement, bah, j'ai soif. Donc, bah, je vais boire en fait. Je sais pas à quel point c'est. Enfin, en fait, moins boire le soir, bah, ça me permet d'avoir moins d'eau dans la journée. Donc, de passer plutôt de 1,5 litre à 2 litres normalement à 1 litre à 1,5 litre. Donc entre la perte de la santé à pas boire le soir et mon gain dans le sommeil, je pense pas que ce soit important. Je l'ai quand même fait cette semaine, mais sincèrement, j'avais juste soif pour pas forcément d'amélioration euh, du point de vue de me lever ou pas. Et puis c'est pas quelque chose de très applicable dans la vie courante, donc voilà, je vais tout simplement boire. Peut-être, voilà, je sais, je vais pas me taper un demi-litre 2 heures avant de dormir. Faire un peu attention, mais sincèrement, voilà, un peu ridicule comme test. Je l'ai testé, mais voilà. Et donc, le point, c'était d'essayer d'arrêter de boire le soir et reprendre des informations sur le sommeil. Ça a été fait. Ce que j'ai compris, c'est que, enfin, en fait, ça me l'a rappelé, c'est que, en fait, se lever la nuit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la fréquence et à quel point c'est long. Je crois qu'à partir de 20-25 minutes de réveil, ça commence à être particulier. Moi, ce que j'ai compris surtout cette semaine, c'est que là, le problème, c'était du stress. Donc, je me lève parce que, bah voilà, il y a des vagues entre sommeil profond, sommeil paradoxal, et en fait, il y a des phases un peu de semi-éveil dans la nuit. Moi, j'ai un peu toujours la même à la même heure. Le problème, c'est que j'arrive pas à m'endormir parce que je stressais. Et je stressais parce que j'avais envie d'avancer et d'avoir du concret sur à quoi ressembleraient mes formations pour pas me sentir pris à la gorge quand je ferai ma première vente.
Et donc, en fait, en travaillant et en avançant et en me rassurant, c'est surtout ça qui m'a fait retrouver le sommeil. Donc voilà. Et puis, en fait, on a le droit d'avoir des phases où on dort moins bien. C'est un peu le côté négatif de faire un podcast hebdomadaire. Évidemment que j'essaye voilà, de faire des points réguliers, etc. Mais il y a des choses où c'est pas parce que tu dors mal une semaine qu'il faut changer. C'est ce que j'ai appris. J'ai aussi du coup appris que là, c'est le stress et que mon sommeil n'était pas si mal. Donc voilà, je dors mieux. Problème réglé dans un sens. Et puis on passe à autre chose. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus sur le développement personnel. Donc on va passer aux objectifs pour la semaine prochaine. Alors je me suis noté comme objectif, et j'en ai que deux. Il y en a un, c'est 90% des habitudes. Je me le mets encore en objectif tant que c'est pas habituel et je pense que je vais me le laisser. Peut-être qu'à chaque fois, ça me permettra de mettre en avant où est-ce que j'ai eu des difficultés, est-ce que je peux modifier, pourquoi, etc. Donc, pour rappel, les habitudes, marcher, faire du sport, méditer, pas de téléphone le matin pour se lever, pas de médias le midi, 8 heures de sommeil et de la lecture. Et ce que je me suis rajouté en deuxième objectif pour le développement personnel, c'est d'arrêter de regarder mes mails et LinkedIn toute la journée. Sincèrement, ça va être très dur. Franchement, je crois pas aux 10 la semaine prochaine, mais on va faire en sorte. Je pense que ce qui participe à mon stress et dont le sommeil est vraiment ce qu'il faut enlever et qui est important en ce moment, c'est que euh, j'ai tout fait pour me sortir des réseaux sociaux. Et sauf que maintenant, une partie est professionnelle et en fait, LinkedIn, je l'ouvre tout le temps pour rien. Enfin, pour rien, je vois que j'ai un like, j'ai un nouveau commentaire, mais sincèrement, ça me stresse. Je pense que ça a bousillé mes niveaux de dopamine. C'est devenu une habitude qui sert à pas grand chose. Et du coup, je vais enlever. Et c'est pareil pour mes mails en fait. Je relance, je relance, je relance. Ça me stresse. Ça me stresse et ça bousille mes niveaux de dopamine. Donc je vais faire, slash essayer, mais il faut dire faire pour se motiver. Je vais supprimer en fait les applications qui me LinkedIn mobile et mail mobile. En fait, je l'ai déjà fait et j'ai fini par le remettre parce que quand je suis en déplacement, etc., je suis bien content d'avoir mon téléphone. Mais il faut que je trouve juste un moyen de me dire que la Terre va pas exploser si je réponds à un commentaire le soir ou un mail le soir. Donc il faut que je l'enlève de mon téléphone et même sur mon PC, hein, j'y vais tout le temps. Je vais me forcer. Bon, ça va pas être du 100%, mais le but c'est de me surprendre à le faire et de m'arrêter. Ce sera validé, hein. Le but, je vais pas arrêter du jour au lendemain. Je vais ouvrir LinkedIn en pleine journée, je vais me dire non, faut pas, je vais le fermer, et puis voilà. C'est ça que je considérais comme réussir, c'est que je, je me suis tenu tête à mes habitudes. Et donc, j'ai pas défini d'heure, mais je pense que, en fait, comme énormément font, vérifier à 8 heures et à 14 heures ou enfin voilà, une fois le matin, une fois l'après-midi, et c'est tout. Et puis si j'ai un mail entre ces deux choses-là, voilà, j'aurais perdu une demi-journée. Mais sincèrement, je pense que déjà tout le monde a l'habitude d'attendre plutôt une demi-journée parce que beaucoup de gens font ça. Si j'envoie un mail à 16 heures, j'ai une réponse le lendemain matin. Si j'envoie un mail le matin, j'ai une réponse à 14 heures. En tout cas, moi, je le vois. Les gens me répondent un peu dans cette logique-là. Donc, je pense que ce que je pourrais perdre à répondre seulement le lendemain ou seulement 4 heures après est beaucoup plus faible que ce que j'ai à gagner à arrêter de relancer et de rouvrir LinkedIn vraiment. Mais c'est sûrement 100 fois par jour, mais 100 fois une seconde pour vérifier. Ça me bouffe le moral, en fait, ça me bouffe le stress. Donc voilà, gros sujet. C'est le seul en fait objectif de développement personnel qui sort du lot. Mais je trouve que la logique de la déconnexion, si ça doit rester pendant 6 mois, qui est juste ça, essayer de m'enlever le téléphone des mains, essayer de m'enlever les réseaux des mains, et que ce soit mes seuls objectifs de développement personnel pour l'instant, je trouve ça très bien. Donc voilà, 90% d'habitude et seulement 2 ouvertures mail LinkedIn par jour euh, pour répondre à ce que je dois faire. Et je pense que je vais vraiment gagner en santé mentale et en productivité. Et voilà, nous sommes à la fin de ce podcast. Moi qui croyais que ce serait un épisode court,
Alors, je sais pas du tout où sont passées les minutes qui se sont écoulées. Moi, je vois qu'on n'est pas loin d'une heure. On devrait être pas loin d'une heure puisque je vais pas couper grand-chose. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été soit divertissant, soit intéressant. Selon ce que ça a été, n'hésitez pas à me faire un commentaire, que ce soit sur les services qui sont disponibles ou sur LinkedIn directement. Mon lien LinkedIn est toujours en description. N'hésitez pas à partager ce podcast à des proches à qui ça pourrait intéresser et à le noter 5 étoiles et ou la note que vous pensez qu'il mérite. Mais 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.